L'ANAFE est un modèle organisationnel à part. Son intervention dans les lieux privatifs de liberté est sans cesse questionnée. Son intervention dans les lieux de privation de liberté est sans cesse questionnée en raison des conséquences de l'enfermement sur les personnes que l'ANAFE accompagne, que ce soit dans sa composition, dans son objet ou dans les actions qu'elle met en œuvre. L'ANAFE doit sans cesse se renouveler. Pour ce faire, on va donc avoir 5 interventions dans l'ordre, vous avez ici l'ordre des intervenants, en commençant par se pencher sur le berceau de l'ANAFE au moment de la fondation. On a eu tout à l'heure des éléments de la période pré-ANAFE, mais déjà zone d'attente, et comment un certain nombre de mauvaises fées se sont penchées sur le berceau des droits des étrangers en zone d'attente. Et pour continuer l'allégorie, on va voir comment un certain nombre de bonnes fées se sont donné comme objectif commun d'essayer de limiter les dégâts en zone d'attente, puis après, avec les autres interventions dans la phase suivante, de voir comment l'ANAFE a inscrit dans ses statuts et développé en pratique, je dirais, 3 dimensions d'action, juridique, politique et sociale. On y reviendra. Et merci à Patrick de Louvain d'ouvrir. Bonjour. Alors je pense qu'avec Laurent, nous sommes les bonnes fées, enfin du côté des bonnes fées pour le berceau dont on vient de vous parler. Il y en a d'autres, des bonnes fées dans la salle, donc on les citera au fur et à mesure. Alors, 30 ans, mais moi je vais vous parler avec Laurent grosso modo des 2 premières années, 87-88 et surtout 89. Alors, pour reprendre une invitation à un pot pour les 5 ans qui avait lieu, je crois, à la CIMAD, cette fois-ci, j'ai repris ce petit visuel donc en introduction pour dire où nous sommes. Alors, nous sommes chargés de parler de la constitution de l'ANAFE, donc 87-88, la composition, donc si on en a le temps, si on essaye de réduire un peu, on passera peut-être un peu plus rapidement. Alors, merci alors à l'ANAFE d'avoir cherché à retrouver un certain nombre d'archives de l'époque, en l'occurrence celle d'Amnesty. Donc, ce que je vais vous présenter et qui pourra faire l'objet ensuite d'un petit document interne rappelant un peu la genèse donc, de ces premières années pré-anaféiennes. Je lance un appel aux historiques de l'époque, aux autres faits, donc pour compléter un petit peu les informations qui pour l'instant ne viennent que de nos archives. Alors, dans ces archives, on a retrouvé un certain nombre de comptes rendus de réunion de ce qu'on appelait le collectif Roissy. Parfois, il s'appelait collectif aéroport. On n'était pas encore trop dans la consignation à bord des bateaux et collectif port, mais on était collectif Roissy et parfois aéroport. Et puis, donc, 89, premières interventions auprès du gouvernement, ça a déjà été un peu évoqué, et constitution d'une association qui s'est appelé très très peu de temps le GIAF, je vais y revenir, GIAF, et puis ensuite l'ANAFE est arrivé. Alors les participants à la création sont listés ici, un certain nombre sont dans la salle. C'est les noms que j'ai retrouvés présents dans la plupart des réunions du collectif dont nous avons gardé la trace. Donc plusieurs sont dans la salle. Je pense à Gilberte Danet, ma bénévole de l'époque, mais bon, Laurent est là. Alors, Patrick Moni est là, Yann Roth est là, Zoltan Mzaleh est là, François Cabrera, bien sûr, j'en oublie peut-être, donc qu'ils soient tous remerciés pour leur participation à l'époque. Alors, on a parlé de quelques cas qui ont été relayés, cités déjà ce matin. Moi, je voudrais vous rappeler un des cas qu'on avait suivi, vous montrer un petit peu les documents auxquels on pouvait avoir accès, parfois par fuite, à propos du renvoi d'une famille vers l'Éthiopie, de famille donc, avec 4 enfants. Donc là, vous avez à gauche la réquisition donc, des places d'Air France pour la famille Mohamed, Latifa et 4 enfants, et à droite, réquisition pour les billets d'avion, pour l'escorte.
parce que souvent c'était avec des escortes et c'est là que souvent ça se passait pas très très bien. Donc voilà le genre de dossier que nous suivions avant la création de la NAFE. Alors, les premiers documents que j'ai retrouvés dans nos archives, encore une fois, je fais un appel à d'autres associations. Premier type de rendez-vous qu'on envisageait entre nous, François Cabrera, ici présent, qui était en même temps responsable de la commission syndicat d'Amnesty et déjà pas encore secrétaire général de la CFDT en France, mais pas loin. Et donc voilà, on avait des contacts déjà assez réguliers sur ces questions, et puis ça s'est accéléré par la suite. Marianne Hunziker, que j'avais peut-être mal orthographié à l'époque d'ailleurs, qui était de la CIMAD, je crois. Donc l'action dans les centres de rétention, c'est un nom qui nous avait été cité comme ça. Et puis on nous avait parlé d'une ASDA à Orly, l'aide pour les secours des personnes en détresse dans les aérogares. Bon, tout ça, c'est des noms qui, en 87, commençaient à circuler, qu'on essayait de... pour Amnesty, des échanges avec notre président de l'époque, Marc Moureau. Je ne rentre pas dans les détails. Trace d'un courrier de France Terre d'Asile à la CFDT SPASAF. Alors ça, je crois que c'est le service des personnels au sol d'Air France. Donc voilà, les associations commencent à échanger entre elles avec les syndicats. On voit bien que les syndicats sont sur le terrain et sont importants. On nous avait parlé d'un père, d'un aumônier catholique de Roissy. On avait eu une rencontre à l'époque, en juin. Bon, ça n'avait pas... Non. Ça s'est pas très très bien passé. Alors, un point essentiel de démarrage, c'est dans le collectif, dans la revue de la CFDT, vous commenciez à informer sur notre première réunion du collectif, débroussaillage, prise de contact, le nombre d'expulsions Manu Militari s'étant renforcé, il fallait faire quelque chose. Qu'est-ce que pouvaient faire les personnels d'Air France? Comment s'en sortir? Comment dénoncer? Donc les premiers échanges ont commencé entre nous tous. Et voilà déjà une batterie de comptes rendus de nos réunions de l'époque. Alors on a eu donc une quinzaine de réunions, il y a même des groupes de travail qui se sont créés, échange d'informations, première démarche donc à décider entre nous. Et les premières démarches, les voilà. Donc en novembre 88, courrier à 4 ministres déjà, Intérieur, Affaires étrangères, Santé, Justice, avec des recommandations qui commençaient à être rédigées entre nous. Et vous voyez, la troisième demande que les étrangers soient conduits et retenus. Donc c'est l'ANAFE, enfin le groupe préparatoire à l'ANAFE qui demandait que les étrangers soient conduits et retenus dans des locaux aménagés, etc. Je ne sais pas si on peut dire un petit frère, un comité vigilance Orly, je ne sais pas s'il y a s'il y a des membres du GAS dans la salle, sûrement. Une association importante, le GAS dans l'ANAFE. Déjà, eux, étaient investis sur Orly avec un comité de vigilance avec un certain nombre de nos militants associatifs. 89, on y arrive. Première entrevue, pas au ministère intérieur, mais au ministère Solidarité. Nous sommes favorables à une présence associative. Je vais en parler à mon correspondant de Matignon, Louis Joannet. Donc, c'est Simon qui a cité Louis Joannet, l'importance de Louis Joannet à l'époque. Là, je crois que sur ce coup-là, il n'avait pas tellement répondu. Aéroport de Paris, on avait sollicité aussi Aéroport de Paris pour savoir un petit peu comment ça se passait pour eux et pour expliquer un peu, nous, nos revendications et nos observations. Et ben voilà, donc réponse à François Cabrera qui signait la plupart de nos courriers. Mais vous inquiétez pas, il y a une association, l'ASDA, on va y revenir, le père Schrimer, donc on n'a pas besoin de vous. Alors on suivait les déclarations, Jean-Marc Sauvé, DLPAJ, Simon en a parlé tout à l'heure, je pense que c'était de celui-là qui parlait, peut-être un autre. En tout cas DLPAJ, déjà on voyait qu'il y avait il était envisagé donc une aide humanitaire et juridique en zone d'attente qui n'existait pas encore. Porte-parole du gouvernement, on suivait toutes leurs déclarations. Nous avons écrit en mai, donc nous le groupe, le collectif Roissy, au Premier ministre. Ensuite, le collectif continue. Alors cette réunion de février 89, le problème des syndicats a commencé, enfin des gens qui étaient sur le terrain, dans les avions, dans les aéroports, commençaient à bien s'exprimer.
les employés d'Air France, auraient-ils une éventuelle clause de conscience pour dénoncer à l'extérieur ce qu'ils observaient dans les avions ou aux frontières? Donc on commençait à bien discuter de ces questions-là. En mars, on commençait à imaginer la création d'un collectif, comme Documentation Réfugiés, je rappelle pour ceux qui ont vécu l'histoire de Documentation Réfugiés, un centre de documentation. On diffusait ce genre, on commençait à rédiger, à se mettre d'accord sur ce genre de documents. Questions aussi qui ont été posées à l'époque. Déjà, nous devons nous battre pour les conditions d'étrangers en général, pas seulement des demandeurs d'asile, parce que ça aussi c'était des situations différentes, mais je crois que c'était Patrick Moni qui est dans la salle, qui avait fait cette remarque, qui avait défendu cette position, Patrick Moni du GISTI. Question sur une association immédiate après le feu vert. Bon bref, donc les discussions s'enchaînaient au cours des 15 réunions. Alors, cette ASDA, cette fameuse ASDA, il y en a marre de ces papiers. Je passe sur l'ASDA, des contacts avec le Conseil de l'Europe, et on commence à avoir une circulaire qui parle d'un dispositif. Alors là, en août, on commence à dire, tiens, là, il y a quelque chose à gratter, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, courrier au ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, demande de rendez-vous, et puis on dit, voilà, on envisage de créer une association, ça sera l'ANAFE, mais voilà, on ne savait pas encore, on veut vous en parler. À nouveau, une batterie de compte-rendu de réunion, adoption d'un livre blanc, on parle déjà. Bon, Philippe Rudge, le serré le Conseil européen pour les réfugiés exilés qui était de passage en France, on l'a reçu, on a discuté des zones d'attente au niveau international européen. Gilles Picois, il n'est pas là, je ne sais pas, donc en tout cas c'est l'avocat qu'on est allé chercher pour rédiger un projet de statut en juin. En juillet, ça ne chôme pas, déjà discussion, examen d'un projet donc, de Gilles Picois. À l'époque, groupe d'information et d'aide pour les étrangers aux frontières, GIAEF. Ça s'accélère, ça continue. Le collectif Aéroport, cette fois-ci en septembre, fait part, les représentants de la CIMAD font part d'un rendez-vous entre Pierre Jox, le ministre, et la CIMAD, le président et le secrétaire général, là, je crois, pour dire justement le ministère de l'Intérieur aurait préféré, plutôt qu'une association, un collectif d'associations complexe, pas encore créé, ils préféraient une association, ils avaient la CIMAD avec laquelle ils travaillaient. Laurent va revenir justement sur cet aspect-là. En tout cas, on commençait à voir que c'était pas très très bien parti pour nous. Collectif d'aéroport, on continue à discuter, liste définitive, on change le nom en novembre, ANAFE, et puis toujours en novembre, Assemblée constitutive, donc avec les noms que vous voyez, déjà Julien Laferrière, Geneviève Jacques, François Cabrera toujours, le MRAP, Daniel Lochac qui est dans la salle, qui était présent, tu te souviens, oui j'espère, si, le CAIF. Bon alors voilà le compte rendu, je crois que c'est la petite écriture, je sais plus qui, peut-être de Gilberte, ma bénévole. Avec Simon, nous avions rencontré Jean-Marc Sauvé des LPAJ, qui lui aussi nous disait un collectif d'associations, ça va être compliqué, donc peut-être que la CIMAD sera mieux. Vous savez, Simon Forman, c'est cet avocat qui manque de responsabilité, c'est ça? Il est parti, non? Conférence de presse, voilà, ici, conférence de presse ici, hein, c'est ça, dans cette salle, donc on est content d'être là pour le 30e anniversaire. 14 décembre, conférence de presse à ce lieu, donc c'est historique, retombé dans la presse. Vous avez là un peu justement les noms des personnes, vous avez l'article 3, but et moyens d'action, et puis Le Monde et Libération, c'est pas toujours facile d'avoir des retombées dans la presse. 90, Assemblée Générale, vous avez ici les noms des présents, donc il y en a qui sont dans la salle, encore une fois. Et puis sont élus les élections au conseil d'administration, le bureau de l'ANAFE, avec là encore des personnes qui sont dans la salle, d'autres qui sont décédées malheureusement, mais plusieurs sont dans la salle. Le journal officiel, pour la date du 22 décembre, c'est au JO du 24 janvier donc 90, l'ANAFE, siège à la CIMAD pendant un certain temps. J'ai oublié de dire que souvent, les premières réunions, c'était dans les locaux de la CFDT à Roissy,
Hein, donc on se déplaçait tous à Roissy, mais la CFDT était déjà, et à Montparnasse après, mais la CFDT était déjà très très présente, active et source d'aide. Premier rendez-vous avec le chef de la PAF, bon, pas beaucoup d'espoir à l'époque. Alors un cas sur le... Je ne vais pas revenir très longtemps. À l'époque, donc, on nous avait proposé un cahier des charges qu'on a beaucoup discuté. Vous avez la première page. Et puis, peu de temps après, on nous a demandé, parce qu'on a négocié, on a dit non, ça suffit. En fait, on voulait nous faire distribuer des couvertures en zone d'attente, donc ça ne nous intéressait pas beaucoup, bien sûr, les repas. Donc, on a négocié, on a demandé si, ça. Bon, on nous a donné un deuxième projet à peu près un an plus tard. Et puis, patatras, finalement, c'était pas nous. Entre le premier et le deuxième projet, ils ont changé association en zone d'attente par un organisme en zone d'attente. Bon, on avait déjà compris que c'était mal parti pour nous, association, et ils ont donné ça à l'OMI, l'Office des migrations internationales. Un cas que je voulais citer, je ne rentre pas dans les détails, c'est un Sri Lankais qui est décédé au moment où il a été renvoyé. Je ne sais pas d'ailleurs comment s'est terminée cette histoire, parce que 10 ans après, il y a eu un procès. Les deux policiers qui avaient été responsables en partie du décès du Sri Lankais refoulé, parce qu'ils étaient dans l'escorte. C'était eux qui escortaient pour retourner à Colombo. Donc ils ont été jugés 10 ans après, mais je ne sais pas ce que c'est devenu. Cette histoire, je la rappelle parce que, bon, ça a été repris par la presse, je la rappelle parce que ça a eu une petite influence sur la composition de l'ANAFE, sur lequel je vais revenir très rapidement. T'as plus de petits papiers là, c'est bon. Voilà, alors très rapidement. Non, c'est bon. Composition de l'ANAFE, juste pour dire qu'aujourd'hui on en est à 21 associations, 35 membres individuels. Juste pour dire qu'à l'époque où on a rendu public, pour le décès de ce Sri Lankais, un rapport de la police que nous avions eu par fuite, la CFDT Air France, la CFDT Police, pardon, n'a pas accepté et ils sont partis. Vous pourrez lire le document si vous voulez. Alors, l'évolution a été permanente depuis 30 ans, bien sûr. Là, on n'est plus à la 87-88, mais donc sur les 30 dernières années. Donc l'évolution, il y a des associations qui sont rentrées, qui sont parties. Deux assemblées générales importantes en 2012 et 2016, justement, pour renforcer, ça a été évoqué ce matin, peut-être par notre président, renforcer le rôle des personnes physiques, des militants, des bénévoles, par rapport aux associations qui avaient sauvegardé leur pouvoir dans les statuts initialement rédigés. Donc entrer dans les votes, dans les responsabilités des bénévoles, des militants, des membres. Et donc la composition aujourd'hui, alors vous avez 35 membres individuels, bon, vous n'avez pas forcément besoin de connaître tous les noms en détail, 4 salariés en ce moment, une animation d'un réseau, beaucoup de bénévoles et d'observateurs, des centaines de bénévoles, visiteurs, stagiaires sont passés par l'ANAFE, c'est ce que m'a donné comme information Laure. Et alors les 21 associations, donc il y en a qui sont membres, il y en a qui sont observateurs, puisque cette notion a été créée. Alors les membres, si je ne me trompe pas dans tout ce que je vous ai dit, s'il y a des gens qui ont des commentaires en disant là tu t'es gouré, bon, dites-le moi, on changera le document. Là, il y a les associations qui étaient là initialement, celles qui sont arrivées depuis 30 ans, j'espère que je ne me gourre pas non plus, alors, on a à peu près les dates de toutes, et puis les deux qui sont devenus membres observateurs quand cette notion a été créée il y a quelques années. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, et merci. Résister au stress du temps, et la parole est à Laurent Giovannoni. Merci, mais je vais très rapide, comme ça j'espère que tu n'auras pas besoin de m'envoyer des petits papiers. Oui, non, je voulais juste relever trois points, enfin deux et demi, sur l'histoire. Le premier, Patrick l'a évoqué, mais je pense que l'aspect vraiment, pas forcément innovant, mais tout à fait particulier d'ANAFE, ça a été dans son histoire, dans sa composition, dans son fonctionnement pendant longtemps, cette mixité entre organisation, association de défense des droits et organisation professionnelle, et donc syndicale. C'est un fait majeur, vraiment tout à fait caractéristique de l'ANAFE, qui a été fortement poussé par plusieurs des membres fondateurs. Mais je pense que ça a été une richesse folle,
parce que la diversité des organisations syndicales qui étaient membres de l'ANAFE n'étaient pas membres que de façade, enfin c'était pas sur le papier. Les professionnels étaient réellement actifs sur le terrain, ils étaient réellement actifs dans les instances, ils étaient réellement actifs dans les débats. Et je trouve que cette force-là, cette richesse-là, devrait, je le rappelle parce que c'était un peu sa marque de fabrique, mais devrait, du coup, je fais plus d'histoire mais d'actualité, un peu nous interroger, nous, maintenant, association, dans les différentes actions qu'on peut développer, sur la place ou la façon dont on envisage le rôle des organisations syndicales, des professionnels, dans les causes de fond que l'on défend. C'était mon premier point. Le deuxième, Patrick l'évoque, c'est un petit point d'histoire, mais pour déboucher sur autre chose. Effectivement, si le collectif aéroport s'est constitué en association, en ANAFE, ça a été pour répondre, de fait, à la proposition qui avait été faite par le ministère de l'Intérieur à la CIMAD, de développer une mission en zone internationale. C'était même pas une zone d'attente, c'était une zone qui n'était pas définie juridiquement, qui était donc une proposition faite en off à la CIMAD par le ministère de l'Intérieur, par JOX, pour y assumer une mission sociale comme elle l'exerçait déjà dans les centres de rétention. Et donc il y a eu un débat interne à la CIMAD, peu public, qui a conduit à ce que l'on choisisse de continuer et de privilégier notre présence dans ce collectif aéroport. Et donc, comme effectivement le ministère de l'Intérieur avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas dialoguer ou négocier avec un collectif, mais avec une association, on s'est dit, on crée une association pour négocier, d'où la NAFE. Ce projet, donc, Patrick l'a évoqué rapidement, très rapidement, enfin, juste après, au moment même, je crois, où on crée la NAFE, on avait commencé déjà à élaborer une convention, un projet de convention avec un budget. François, je me souviens, c'était une réunion à Montparnasse, dans les locaux de la CFDT. L'idée n'a pas été bien loin parce que ça fait pchit, parce que Patrick le laissait entendre, le ministère de l'Intérieur n'avait pas du tout envie de négocier avec ce collectif, n'avait pas du tout envie de nous confier cette mission, et que Dezio, même s'il l'avait voulu, je ne sais pas si on aurait réussi entre nous à nous mettre d'accord sur les modalités de signature à ce moment-là d'une convention avec le ministère. Parce qu'effectivement, on crée une association, là c'est un peu mon point final de notre intervention. On se pose en permanence, à travers les débats qu'on a eu à ce moment-là, mais qui ont perduré ensuite pendant pas mal d'années, et j'espère encore, qui traversent les associations qui sont présentes, soit en zone d'attente, soit dans les centres de rétention. En permanence, il faut se poser la question, mais être présent dans un lieu de privation de liberté où sont violés les droits des personnes étrangères, pour y faire quoi ? Dans quel cadre, pour y faire quoi, et pour défendre quelle position? Et ces trois questions-là ont été en permanence latentes, de façon très clairement exprimée ou pas selon les moments, au sein de la NAFE. Dans quel cadre? Effectivement, régulièrement venait la question, où peut venir la question dans d'autres structures. Je pense aussi aux anciens, ou pas anciens d'ailleurs, de la CIMAD qui étaient en rétention, Inge ou Hassan, et ils savent aussi que ces questions ont été longtemps débattues, y compris dans d'autres centres pour la rétention, mais la CIMAD. Dans quel cadre? Est-ce qu'il fallait être présent en zone d'attente dans le cadre d'une convention financée par les pouvoirs publics? C'était tous des barrages de style CIMAD ou autres associations présentes en rétention. Est-ce qu'il fallait être présent en zone d'attente avec une convention, mais sans autre engagement que ceux déterminant les modalités de présence, de cette présence permanente en zone d'attente? Ou bien est-ce qu'on défendait plutôt le principe d'un accès permanent en zone d'attente, sans convention, sans autre accord? Et ces trois hypothèses-là, même avec des modalités différentes, ont été régulièrement débattues au sein des structures de l'ANAFE, au sein des instances de l'ANAFE. L'autre question, c'est être en zone d'attente, mais pour y faire quoi? Est-ce que c'est d'abord et avant tout une présence pour y développer une forme d'assistance pour les étrangers, donc un peu les vecteurs d'une politique du moindre mal, on va faire en sorte que les droits des personnes soient défendus? C'était un peu l'idée, l'intention initiale d'un certain nombre de membres de l'ANAFE. Ou bien est-ce qu'on privilégie plutôt l'accès pour observer, témoigner et alimenter un plaidoyer beaucoup plus différent? Ces questions-là ont aussi été très régulièrement, et je pense qu'ils y reviendront, nos collègues y reviendront cet après-midi, les autres tables rondes, sur l'histoire de la convention signée avec le ministère de l'Intérieur en 2004. Et puis aussi y être dans quel cadre, pour faire quoi, mais pour développer quel plaidoyer. Est-ce que c'est un plaidoyer, une déposition demandant par principe la suppression des lieux de privation de liberté, ou demandant
par principe, le droit d'entrée de tous les étrangers qui se présentent aux frontières. Je rappelle qu'au tout début de l'ANAFE, on demandait le droit d'entrée pour les demandeurs d'asile, mais il n'y avait pas de position de fond sur le droit d'entrée pour les autres personnes non admises. Est-ce que c'est un plaidoyer qui demande un renforcement des procédures pour mieux garantir les conditions d'examen ou plus des demandes d'asile ou des conditions, des procédures relatives 5 minutes, on ne fait pas, j'aurais fini. Des procédures relatives, des procédures d'admission, ou est-ce que c'est une présence pour demander aussi l'élargissement, la présence à d'autres intervenants, je pense notamment à des permanences d'avocats, etc. Pour y faire quoi, quel plaidoyer? On voit par la diversité de ces questions que se posent, et se sont posées en permanence, ces questions de, tout compte fait, quel est le rôle d'une ONG, je dis bien ONG, organisation non gouvernementale, dans un lieu de privation de liberté. Quelle posture, quel positionnement? C'est des débats un peu permanents, je pense qu'ils doivent aussi encore se poser aujourd'hui, enfin je l'espère. Et quand on connaît, pour revenir au point de départ, quand on prend conscience de la diversité des composantes de l'ANAFE, de la diversité des postures et des positionnements des uns et des autres, que ce soit au niveau des différentes associations, des organisations syndicales, c'est quand même assez remarquable que l'association ait pu tenir 30 ans. C'est un peu comme si aujourd'hui, sur un sujet particulier de droit du travail, on réussissait à mettre d'accord la CFTC, la CFDT, la CGT, le Solidaire, je ne sais qui encore. Enfin, il y a quand même une sorte de réussite du maintien et de vision collective qui, je trouve, est assez remarquable. Et en cela, il faut remercier tous ceux qui ont permis à ce qu'elle existe encore. Voilà, j'ai fini, mon cher. Merci Laurent. Comme tu l'as dit, dans les discussions initiales et qui ont continué pendant les 30 ans qui suivent et qui vont continuer, la question des différentes dimensions privilégiées par l'ANAFE dans ces dimensions juridiques, politiques et ce que moi j'ai appelé social, j'y reviendrai d'un mot tout à l'heure, il ne reste pas moins que le point de base de l'action de l'ANAFE, ça a été exposé à la précédente table ronde, c'est l'outil, c'est l'arme juridique. Le droit comme moyen de lutte, et c'est ce que va développer Anne-Sophie Valac maintenant. Merci. Je m'apprêtais à dire que le syndicat de la magistrature fait partie des fondateurs de l'ANAFE, mais j'ai compris que non, qu'elle est arrivée après. Alors du coup, je ne sais pas si notre mythologie interne est contraire à... Assez rapide, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de participer à cette journée anniversaire. Je vais donc parler du droit utilisé comme moyen de lutte. En l'occurrence, ça représente le droit, enfin, c'est-à-dire le recours au droit, c'est le recours au contentieux en fait pour faire reconnaître par des juridictions diverses et variées, soit des droits ou une meilleure effectivité des droits des personnes en faveur desquelles l'ANAFE intervient, soit pour limiter la restriction des droits qui viendrait des textes qui seraient votés par le législateur en contestant leur légitimité, leur légalité ou leur conventionnalité, c'est-à-dire la conformité à des textes, des conventions internationales supérieures, qui seraient supérieures à notre Constitution. Et les façons en fait, d'utiliser le droit pour obtenir ce résultat, elles consistent pour l'ANAFE soit à agir en tant que partie, donc à saisir les juridictions aux côtés ou non d'autres organisations, pour obtenir une décision, ou bien à participer au soutien d'un particulier, d'une personne qui est maintenue en zone d'attente par une contribution spontanée au juge. C'est ce dont je parlerai dans une deuxième partie pour parler plus précisément aussi du juge des libertés et de la détention. Donc d'abord ce que j'appelle en fait le recours collectif, c'est-à-dire ce que peut faire l'ANAFE en tant que collectif pour faire avancer les droits des personnes, des étrangers maintenus aux frontières. La première voie que j'ai vue, qui serait, je dirais, la plus haute, c'est la voie du contentieux européen, donc faire reconnaître une avancée des droits grâce à un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, l'ANAFE s'est distinguée grâce, notamment, c'est peut-être la plus grande
victoire au recours qui a donné lieu à la décision du 26 avril 2007 qui concernait M. Guébré-Médine, où le droit effectif, enfin la violation par la France du droit effectif, du droit au recours effectif, pardon, a été reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il s'agissait de, enfin je ne vais peut-être pas trop développer du temps, que le temps est limité, mais l'idée était qu'il fallait que le recours contre un refus d'entrée au titre, ou un refus d'entrée au titre de l'asile, ce recours soit effectif, c'est-à-dire qu'il permette de suspendre l'éloignement, l'expulsion de la personne. Alors la conséquence, évidemment, je ne dis pas on s'est réjoui de la conséquence qui était la loi du 20 novembre 2007, qui permettait que le recours, et que je l'évoquais, soit suspensif désormais de la mesure d'éloignement, parce qu'il y avait quand même une limitation, notamment une restriction en tout cas de ce recours effectif aux demandeurs d'asile. Donc c'est là aussi quand même que c'était limité, mais néanmoins c'était une des premières, enfin pas des premières, mais en tout cas une voie juridique, une voie de droit comme moyen de lutte qui était quand même remarquable au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. La deuxième voie possible, c'est la voie judiciaire, c'est-à-dire d'avoir recours aux juridictions judiciaires pour voir constater justement, encore une fois, une avancée, pour permettre une avancée des droits des personnes étrangères aux frontières. Et l'exemple le plus, un des exemples les plus symptomatiques que j'ai trouvé à ce titre, c'est le recours avoir accès, grâce à l'autorisation du président du tribunal de grande instance, avoir constaté les entraves au droit d'accès aux zones d'attente. Et en l'occurrence, ça concernait le tribunal de grande instance de Bobigny, donc la zone d'attente de Roissy, avec une demande de pouvoir faire venir un huissier dans la zone d'attente, un huissier de justice, pour faire constater les entraves opposées à l'accès des avocats dans les zones d'attente. Et après plusieurs on va dire, décisions et recours du ministère de l'Intérieur, la Cour de cassation en 2014 a finalement légitimé et reconnu le droit du recours aux juridictions judiciaires pour faire constater ces entraves dans les zones d'attente. La troisième voie auquel on peut avoir recours pour utiliser le droit comme moyen de lutte, c'est la voie administrative. Donc on est sur l'autre ordre de juridiction, qui est globalement quand même plus utilisée parce que c'est la voie évidemment qui permet de faire reconnaître le droit des étrangers à rentrer sur le territoire. Mais en ce qui concerne le recours collectif, ça consiste du coup à saisir notamment le Conseil d'État pour pouvoir contester la légalité notamment de décrets d'application de loi et ou d'autres. Et là, on va dire l'exemple le plus récent et le plus systématique que je retiendrai, c'est celui du recours contre les décisions de prolonger les contrôles aux frontières intérieures, qui est renouvelé systématiquement depuis 2015, il me semble, et malheureusement rejeté aussi systématiquement par le Conseil d'État, qui considère qu'il n'y a pas de violation de droit de l'Union européenne, puisque c'est une dérogation au droit de l'Union européenne de rétablir les contrôles aux frontières intérieures, et en validant donc la référence à une nouvelle menace, même en dernière date, je crois que c'était décembre 2018, la dernière décision, enfin la dernière décision de l'administration de renouveler le contrôle aux frontières. De retenir des circonstances exceptionnelles et d'affirmer que c'est le dernier recours contre cette nouvelle menace et de renouveler le contrôle aux frontières intérieures. Pardon. Alors pour le deuxième pan du recours au droit comme moyen de lutte, c'est ce que fait l'ANAFE dans le cadre des procédures devant le juge des libertés et de la détention. Alors, avant de développer ça, je veux quand même dire deux mots sur
bon là ça recouvre plus mon sentiment personnel pour avoir été juge des libertés et de la détention ponctuellement, on va dire, c'est que c'est un contentieux qui est quand même assez compliqué qui présente certaines particularités pour un juge judiciaire, pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est imbriqué de droit administratif, puisque le juge judiciaire est sollicité uniquement pour statuer sur la privation de liberté, sauf que cette privation de liberté est évidemment et éminemment liée à une décision administrative sur laquelle le juge judiciaire ne peut pas statuer. Et pour laquelle on peut avoir une autre décision, du coup, concomitante ou postérieure, ou en attente ou antérieure, du juge administratif. Donc ça pose difficulté parce qu'il y a un côté frustrant à ne pas pouvoir décider en fait de toute la situation qui nous est soumise et à statuer que sur un pan particulier et précis de la situation de la personne. Et accessoirement, c'est aussi une des matières qui est les plus politiques, ou en tout cas les plus teintées de volonté politique à mon sens, dans tout ce dont, toutes les matières dont on peut avoir à traiter quand on est magistrat de l'ordre judiciaire. Et c'est quand même très, très particulier. Et ce qui rejoint aussi le côté quand même très, je dirais, contre-intuitif pour un magistrat de statuer sur la privation de liberté d'une personne qui n'a commis aucune infraction. Donc voilà, tout ça pour vous dire un peu comment je perçois en tout cas la fonction du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le droit des étrangers. Alors, l'ANAFE participe, du coup, dans son intervention dans les zones d'attente, est en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention qui serait saisi d'une prolongation du maintien en zone d'attente d'une personne, des signalements qui consistent donc en des rapports qui décrivent, qui parlent de la situation de la personne au vu des entretiens qui ont pu être menés et qui permettent aussi de faciliter, je dirais, ou en tout cas donner des éléments de motivation pour le juge des libertés et de la détention qui souhaiterait ou qui considérait qu'il est nécessaire de lever de ne pas prolonger le maintien en zone d'attente. Alors, ces signalements relèvent en général portent en général sur des nullités qui affecteraient la procédure, les irrégularités dans les conditions du maintien, les garanties de représentation, le droit des mineurs, les conséquences que peut avoir l'enfermement sur les personnes mineures, les demandeurs d'asile, tout un tas de points particuliers qui concernent les personnes et qui permettent donc d'étayer les moyens qui seraient soulevés devant le juge des libertés et de détention par les avocats ou par le juge des libertés et de la détention au vu des rapports. Je dirais là où c'est le plus important, c'est notamment dans le cas des personnes mineures, ce qui est quand même le plus... ce qui permet en tout cas, et même si c'est pas exclusif, mais permet de rejeter des demandes de prolongation de maintien en zone d'attente pour les personnes mineures au vu de la Convention internationale des droits de l'enfant et tout ce qu'elle peut garantir. Et par exemple, une autre situation, c'est par exemple dans la zone d'attente de Roissy, le recours quasi systématique à l'interprétariat par téléphone pour les notifications de droits et de décisions, qui est évidemment, qui est souvent insuffisamment motivée, avec des motivations très stéréotypées qui conduiraient à rejeter les demandes de prolongation de maintien en zone d'attente pour ces personnes-là. Donc voilà ce que j'ai pu retenir en tout cas pour mettre en évidence l'utilisation du droit comme moyen de lutte. Et on me laisse là. Voilà, je laisse Merci Sophie. Alors, les recours, c'est évidemment le fer de lance de l'approche juridique, notamment avec l'objectif de ne plus avoir besoin d'en faire, puisque le droit serait appliqué en amont. Aussi c'est une autre des ambitions nombreuses de l'ANAFE depuis 30 ans, de conquérir de nouveaux droits, on l'a dit notamment à la table ronde précédente. Bref, avec une dimension politique
très importante de l'action de l'association ANAFE. Et c'est Jean-Éric Malabre qui va intervenir sur le thème les bras de fer avec les autorités. Oui, merci Arnaud. Oui, alors donc on m'a demandé de parler des bras de fer. Je ne sais pas pourquoi moi, parce que je suis plus musclé peut-être. Alors je continue à avoir, donc j'ai été président, vient-on me rappeler, car j'ai un petit problème dans mon rapport au temps, donc de 2009 à 2013, c'est ça. J'ai regardé un peu, je continue à voir passer les mails, les comptes rendus de l'ANAFE. J'ai regardé un peu ce que Laure notamment m'a passé sur les retours presque quotidiens, en tout cas hebdomadaires, de salariés, de visiteurs qui reviennent de zones d'attente. Et puis finalement, j'ai l'impression que pas grand-chose n'a changé, en tout cas en substance. Et du coup, j'ai un peu repris ces retours de zones d'attente contemporains parce que ça colle tout aussi bien à ce qui a pu se passer pendant la période que moi j'ai pu connaître. Alors j'ai essayé de les classer et je me suis dit qu'un peu de sérénité et de zen ne pouvait pas nuire, en tout cas de sagesse asiatique. Donc j'ai pensé évidemment à Confucius, vous savez, les 3 singes de la sagesse, à voir, ne pas entendre et ne rien dire. Et je crois qu'on fait assez bien le tour avec ces 3 aspects de ce qui se passe en zone d'attente et des relations avec les autorités. 3 parties donc. Ne pas voir. Je vais vous donner un seul exemple et ça suffira. J'ai reposé la question tout à l'heure à des anciens et des actuels de l'ANAFE. Je n'ai pas connaissance qu'un seul des dizaines, voire sur 30 ans, centaines, de signalements par l'ANAFE aux autorités policières, ministère de l'Intérieur, signalements de violence, souvent attribués à des policiers. On a parlé de mort, c'est heureusement pas le quotidien, mais ça arrive. Je n'ai pas souvenir qu'un seul de ces signalements ait connu de suite disciplinaire, à tout le moins, évidemment pénal. Le seul souvenir qui m'a été confirmé tout à l'heure par Brigitte, concret, un signalement de viol qui n'était pas attribué au service de police, mais à un autre retenu, où il a été répondu ce que moi-même j'ai vu et entendu de nombreuses fois à la suite de signalements. On aurait bien entendu la victime, mais c'est trop bête, elle vient d'être éloignée. Et donc, il n'y a pas d'enquête. C'est circulé, il n'y a rien à voir. Ne pas entendre. Zone d'attente, en amont de la zone internationale, sont des lieux internationaux, donc par définition, polyglottes par excellence. Alors vous savez qu'il y a des sons qui n'existent pas dans certaines langues. Le U ou le E plat français, par exemple, pour les arabophones ou les hispanophones, c'est quelque chose qui est très compliqué. Dans la langue parlée à la PAF, il y a aussi des mots, des séries de mots, des phonèmes que l'on n'entend pas. Je pense notamment et spécialement aux mots qui portent le même dans un certain nombre de langues de communication, en anglais, en espagnol, asylum, asilio, asile en français. Alors je ne sais pas si c'est un critère de recrutement, si c'est une prédisposition génétique qui frappe spécifiquement les fonctionnaires de la PAF, mais ce n'est pas leur faute. Ce mot-là, ils ne peuvent pas enregistrer une demande d'asile parce que ce mot-là, ils ne l'entendent pas. Et il faut le répéter un nombre de fois considérable pour qu'eux. On parlait de M. Gebremedine tout à l'heure. M. Gebremedine, c'était une des questions de la Cour européenne, mais savoir à quelle date il était arrivé. Pour la France, il était arrivé à la date et à l'heure de l'enregistrement de sa demande d'asile. M. Gebremedine a passé 2 jours à errer dans les couloirs de la zone internationale de l'aéroport de Roissy, à rencontrer des officiers de quart de la CAF, de la PAF. J'ai fait les calculs, alors je pense qu'ils doivent changer les officiers de quart tous les 4 heures ou toutes les 6 heures, je ne sais pas exactement. En tout cas, il en a rencontré 8 en 48 heures. À chaque fois, asile, non, ou pas entendu.
1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 8 fois. Et c'est au bout du 8e et de 2 jours que celui-ci a effectivement compris et entendu le mot asile. Alors si on voulait faire des statistiques, j'ai essayé, mais ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas scientifiquement sérieux sur un cas de faire des statistiques. Donc 80%, 85% des officiers de la PAF sont affectés de cette surdité sélective et n'entendent donc pas ce mot asile. Et la tutelle, le ministère de l'Intérieur, n'entend pas non plus les diverses dénonciations, cette fois de refus d'enregistrement de demande d'asile, que l'ANAFE a eu de nombreuses occasions de faire. Ne pas dire. Alors on m'a demandé d'évoquer la célèbre réunion annuelle avec le ministère de l'Intérieur, qui pour moi est vraiment le monument du ne pas dire les choses. Et notamment pourquoi à une époque l'ANAFE avait décidé pendant seulement une année, je crois, de la boycotter, de ne pas y aller. Alors c'est vrai que c'était une volonté de ma part. Et on m'a demandé aussi d'expliquer pourquoi on était revenu. Je ne sais pas pourquoi on est revenu, j'ai dû être mis en minorité par le bureau de l'ANAFE la deuxième année pour y revenir. Bon, je ne j'ai pas repris les archives là-dessus, je peux juste vous donner un sentiment et un souvenir qui est très subjectif. Alors quand je dis ne pas dire, ça ne veut pas dire ne pas parler. Hein, et les réunions annuelles avec le ministère de l'Intérieur qui sont prévues par un texte. Hein. Et la police aux frontières notamment, c'était long, c'était très long, c'était très très long. Je croyais que ça durait une journée. Brigitte m'a dit non, c'était juste une demi-journée, mais des fois le temps subjectif n'est pas le même que le temps objectif. Je me souviens d'un long et douloureux égrenage de statistiques par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, dans un format à peu près aussi interactif que de s'asseoir en tailleur devant un mur en briques et de l'observer pendant des heures. Il y en a qui le font, ça s'appelle le zazen ou la méditation. Et je me souviens donc de cette impression persistante d'avoir perdu alors 4 ou 8 heures de temps subjectif de ma vie que personne ne me rendrait jamais. Et 4 heures, c'est long, surtout les 4 dernières heures. On a fini par y revenir, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que Gérard Sadi, qui doit être là, ne supportait plus de devoir attendre 2 ou 3 jours de plus les statistiques que l'on nous donnait enfin à cette réunion annuelle. Mais de toute façon, on nous donnait le document après, donc même si on n'y était pas, c'était pas grave. Puis c'est vrai que c'était aussi l'occasion, notamment pour Gérard Sadi, de poser des questions qui éclairaient ces journées pas toujours très amusantes, avec des réponses qui étaient, dans mon souvenir, là aussi subjectif, toujours les mêmes. Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Vous aurez la réponse dans les documents donnés. Et de toute façon, on n'a pas compris la question. Je pourrais vous parler, mais c'est la même chose en plus petit format, des petites sœurs de cette réunion annuelle qui sont les réunions mensuelles avec la PAF, que l'ANAFE a aussi décidé d'abandonner à un moment, je crois en 2011, pour les reprendre un peu plus tard. Et où je pense qu'il se passait un petit peu la même chose et qu'on pouvait en sortir avec le même sentiment de n'avoir pas entendu grand-chose et que surtout rien n'était été dit, en tout cas d'utile. Alors sinon, et je vais terminer par là, j'ai juste repris en fait un document où on voit des retours de salariés et de visiteurs de Roissy, toujours sur le ne pas dire, de Roissy, d'Orly et d'ailleurs. Parce que je trouve qu'il n'y a rien à ajouter, et que ce soit en 2019 ou en 2011, peu a changé. Brut, tel que c'est rédigé par les intervenants. 25 septembre 2019, Orly, le brigadier s'énerve et nous dit « Je ne répondrai à aucune de vos questions, je n'ai pas envie de vous répondre ». Il devient agressif. Il nous dit qu'il ne répondra pas à nos questions car personne ne peut l'y obliger. Orly, 8 avril 2019, appel téléphonique à la PAF. Derrière, j'entends la voix d'un collègue qui dit « L'ANAFE, tu raccroches et nous emmerdes ». 10 avril 2019, Orly. Je lui demande, au retenu, s'il a demandé l'asile. Il me répond que oui. J'appelle le bureau des officiers de quart. Je les informe que M. X a demandé l'asile. Le policier me dit qu'il n'y a pas de M. X. Il me hurle dessus, me raccroche au nez.
Je rappelle une première fois, le téléphone décroche, raccroche immédiatement, personne ne parle. Je rappelle une seconde fois, personne ne décroche. J'appelle un autre numéro du car. De nouveau, le policier me hurle dessus, m'affirmant qu'il a vérifié, qu'il a demandé à monsieur s'il voulait quelque chose, que celui-ci lui a répondu non, et me raccroche au nez en m'indiquant qu'il a autre chose à faire que de répondre à des gens comme nous. Ne pas dire en lien avec le ne pas entendre tout à l'heure que j'ai évoqué, ne pas entendre, notamment le mot asile. Marseille, aéroport, 8 février 2018, et le même le 19 septembre 2019, pratiquement dans les mêmes termes. Celle-là, je l'aime bien parce que ça montre que les policiers réfléchissent, qu'ils sont formés aux nouvelles technologies, notamment le téléphone. Les 3 capitaines ont décidé hier de ne plus répondre par téléphone, ni à l'ANAFE, ni à moi-même. Ils considèrent que le téléphone n'est pas un média sûr, on ne sait pas avec certitude à qui on a affaire, et la ligne peut être écoutée. Aérogare Terminal 1, 30 septembre 2019. Nous sommes accompagnés de 3 policiers extrêmement vindicatifs. Ils nous interdisent de poser des questions. Lorsque C en pose tout de même une, un des 3 policiers lui hurle dessus à plusieurs reprises, lui disant que cela ne sert à rien, que nous ne faisons que lui faire perdre son temps et qu'il ne nous répondra pas. Ne pas dire toujours, et je vous ai gardé, si pas le meilleur, en tout cas peut-être le plus à propos pour la fin, 13 février 2019, aéroport de Pointe-à-Pitre. L'officier me dit d'une façon agressive que cela faisait 20 ans que je venais poser les mêmes questions et qu'il n'y répondrait pas. Ben non, c'est pas totalement faux, mais ça fait, pas 20 ans, ça fait 30 ans, en fait, que l'ANAFE pose un peu les mêmes questions. Et peut-être qu'à la longue, on ne sait jamais, on finira un jour par avoir les réponses. Ce sont des choses, un travail qui se font sur le temps long. Alors je vais terminer comme j'ai commencé sur une image confucéenne du temps long, l'image que l'on donne. Vous savez, c'est le temps long, c'est le temps qu'il faudrait pour araser le mont Fuji en passant délicatement à son sommet une étoffe de soie une fois tous les 100 ans. Ça finira par arriver, un jour le mont Fuji ne sera plus là, peut-être que l'ANAFE ne sera plus là non plus, ce qui serait somme toute une bonne nouvelle si elle n'est plus là, parce qu'il n'y en a plus besoin. Merci. Merci Jean-Éric. L'ANAFE a donc des objectifs juridiques, politiques. J'ai dit sociaux tout à l'heure pour parler de 2 choses qui sont un peu différentes mais qui me semblent complémentaires. D'une part, porter témoignage sur la situation des étrangers assistés par l'ANAFE et aussi des étrangers pas directement assistés par l'ANAFE, mais à travers tous ces rapports d'observation et ces informations dont Jean-Éric vient de parler. Mais aussi parce que, ça c'est à la fois pour l'ANAFE, mais au fond toutes les associations qui travaillent avec les migrants, on travaille pour les sciences sociales et pour l'histoire aussi. À défaut toujours de pouvoir modifier immédiatement le cours de la politique et de la société, il est évident que les associations, et en particulier l'ANAFE pour ce qui est des zones d'attente, font un travail de sciences sociales et d'histoire qui n'est pas complètement inutile sur le temps moyen et sur le temps long. La parole est donc, pour conclure cette table ronde, à Anna Tagliabue. Très bien. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Anna, je suis d'origine italienne, mais encore une fois, tout va bien au niveau santé, pas de soucis. Je suis membre à l'ANAFE et j'ai participé aux activités de terrain à l'ANAFE pendant un an et demi. Et cela a été une expérience très enrichissante et très formatrice et de ce fait aussi difficile à résumer en 15 minutes. Pour cette raison, j'ai décidé de réfléchir au thème de mon intervention, donc observer pour témoigner, à partir de 3 questions que je me suis posées. La première question, c'est qu'est-ce que et qui on observe et dans quel contexte. La deuxième question, c'est comment on observe, donc avec quelle posture. Et enfin, la troisième question, c'est on observe avec quel objectif. Donc, la première question, qu'est-ce qu'on observe? Avant de pouvoir parler de ce que l'on peut observer pendant les activités de terrain, je pense très utile de mettre un contexte
et donc de rappeler brièvement quelles sont les activités de terrain qu'on fait à l'ANAFE. Donc certains parmi vous connaissent déjà, mais à l'ANAFE, on a 4 types d'activités de terrain. On a les permanences juridiques qui sont sous 2 formats. Les permanences juridiques téléphoniques, où en fait les 2 bénévoles, parce qu'on est toujours un binôme, de l'ANAFE appellent les zones d'attente de France qui sont suivies par l'association pour s'entretenir avec les personnes. Et on a les permanences juridiques physiques, disons, donc au centre de la ZAPI3, qui est le lieu d'hébergement de la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où en fait il y a une chambre du lieu d'hébergement qui a été transformée dans le bureau de l'ANAFE, où les personnes peuvent y accéder directement depuis leur chambre. Dans les 2 cas, le but des interventions, c'est tout d'abord d'informer les personnes sur leurs droits et sur la procédure. Parce que souvent, on se rend compte que les personnes ne savent même pas pourquoi elles ont été arrêtées, elles ne connaissent pas la procédure, et parfois elles ne savent même pas qu'elles doivent aller voir le juge, voire plusieurs juges. Et après, d'autres activités qu'on fait, c'est de rédaction des recours asile ou, comme Anne-Sophie l'expliquait, de rédaction des signalements pour le juge des libertés et de la détention. Et d'autres fois, on donne aussi des contacts des associations sur le territoire. Une autre activité de terrain, ce sont les observations des audiences, en particulier dans 3 tribunaux. L'annexe du tribunal des grandes distances de Bobigny, qui a été délocalisé au centre de la zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle, le tribunal administratif de Paris et la cour d'appel de Paris. Je ne vais pas aller plus loin, merci beaucoup, parce qu'on va en reparler pendant la dernière table ronde. Ensuite, on fait le suivi des personnes qui sortent de la zone d'attente. Donc en particulier le suivi des personnes refoulées, des personnes qui sont placées en garde à vue, des personnes qui sont placées dans des centres de rétention administrative sur le territoire, et aussi des personnes qui sont libérées. Et enfin, on a les visites des arregards et les visites des zones d'attente, ces dernières faites par les visiteurs de l'ANAFE. Et en ce moment, c'est justement le moment de rencontrer et de s'entretenir avec la police aux frontières pour s'assurer aussi des conditions de maintien et de l'application de la procédure. Et là aussi, on va en reparler pendant la table ronde numéro 3. Donc, après avoir très rapidement mis en contexte, on peut revenir à notre question. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Tout d'abord, on a déjà parlé pendant la première table ronde, on observe les lieux. Donc, on observe les lieux d'enfermement, mais on observe aussi les lieux de justice. Et ça peut paraître évident, mais la configuration des lieux est très significative, tant pour comprendre certains problèmes qui sont liés au système du contrôle des personnes étrangères, mais est très significatif aussi pour comprendre les difficultés qui sont liées aux interventions. Donc, par exemple, sur ce deuxième tournant, pendant les permanences téléphoniques, pour les bénévoles, c'est très difficile d'aider les personnes sans pouvoir visualiser les lieux. C'est pourquoi les visites et surtout les comptes rendus des visiteurs des zones d'attente sont un outil très précieux. Et si cette absence de visualisation des lieux constitue un problème, une autre difficulté, c'est au contraire le fait de se retrouver à l'intérieur d'un lieu d'enfermement. Donc c'est là plutôt pendant les permanences en zone d'attente à Roissy-Charles de Gaulle, puisque c'est un lieu anguste, c'est un lieu où il y a beaucoup de policiers, où les haut-parleurs rythment les interventions en criant constamment les noms des personnes, donc c'est pas évident. La deuxième chose qu'on peut observer, ce sont les pratiques de contrôle des étrangers qui ont lieu tout au long de la procédure, donc à partir de contrôles aux obètes, aux décisions de maintien du GLD jusqu'aux sorties des zones d'attente. Et à côté de cela, on peut observer les violations des droits, on peut observer aussi les tendances de la police aux frontières et aussi en général du contrôle concernant le profilage et le filtrage aux frontières. Et
on peut observer aussi l'évolution de la notion de risque migratoire, notamment le risque que la personne puisse s'installer irrégulièrement dans l'espace Schengen. Et enfin, ce qu'on peut observer, ce sont aussi les réactions des personnes. On a un peu tendance à oublier le côté positif, mais on peut observer la résilience des personnes et les liens de solidarité qui peuvent se créer entre les personnes maintenues. Je me souviens d'une fois pendant une permanence où il y a eu un jeune homme syrien qui était déjà vers la fin de son maintien, mais qui est resté toute l'après-midi pour pouvoir traduire et nous aider avec l'interprétariat en arabe. Donc ça, c'est un autre aspect. Ensuite, la deuxième question, c'est comment observer, donc avec quelle posture. Et cette question interpelle plutôt les difficultés qui sont liées au positionnement de l'intervenant et ça relève d'une sphère plus personnelle. Donc je pourrais parler pour toute l'après-midi, mais on n'a pas le temps. Donc je vais parler à titre personnel, mais les réflexions que j'ai eues sont aussi le résultat des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres bénévoles. Donc j'ai identifié deux macro-problématiques. La première, c'est le fait de trouver une juste distance. Et c'est aussi lié au fait de devoir parfois dire non aux personnes, qu'on ne peut pas faire le recours, et aussi qu'on va bientôt fermer le bureau parce que c'est presque 18h et on doit rentrer chez nous. Et à protéger le bénévole, il y a un peu l'objectif de la NAFE qui est de privilégier la qualité plutôt que la quantité, et aussi un positionnement politique parce qu'on n'est pas là pour se substituer à un service et on n'est pas là pour voir tout le monde. Et le deuxième problème qui est lié au positionnement, c'est le problème de l'identité de l'intervenant, qui donc, on peut se demander qui observe. Donc on est effectivement toutes des personnes différentes, mais on fait partie aussi d'une association. Et surtout, ce problème est lié souvent à l'image, souvent ambiguë, que l'on renvoie aux personnes maintenues. Je vais faire deux exemples pour être plus clair. En Zappy, souvent les personnes nous demandent si nous sommes des avocats et on a du mal à leur expliquer qu'on est des bénévoles et donc on nous demande constamment pourquoi on n'est pas là tous les jours. Un autre exemple, c'est plutôt pendant les permanences téléphoniques, on doit souvent demander les données personnelles aux personnes pour pouvoir créer des fiches, pour pouvoir mieux suivre les personnes d'un bénévole à l'autre, mais aussi pour nourrir les statistiques. Et effectivement, cette démarche de demander ces données, c'est une démarche un peu administrative qui a déjà été faite par la police aux frontières et donc je pense que ça positionne un peu l'intervenant dans une position ambiguë. Et enfin, pour conclure, on observe avec quels objectifs. Et cette question m'a fait faire l'effort de prendre du recul par rapport à la quotidiennité des interventions et de réfléchir plutôt aux enjeux de nos activités de terrain. Et je pense que tout d'abord, on observe pour témoigner. Donc, observer signifie prêter aussi de l'attention aux détails, que ce soit les interactions entre les différents sujets, le déroulement des audiences, l'ambiguïté des lieux, les pratiques de contrôle. Et tous ces détails mis ensemble nous permettent de mettre en lumière des difficultés, des problèmes, de raconter, de témoigner de ce que l'on voit, de faire aussi de la recherche et de dénoncer les violations des droits. Et à côté de cet objectif plus politique, il y a aussi, je pense, une urgence plus personnelle de pouvoir raconter ce que l'on vit, parce qu'on vit des choses très difficiles, on vit aussi des tristesses mais des joies inattendues quand quelqu'un est libéré et on n'a souvent pas l'interlocuteur avec qui pouvoir raconter ou échanger, surtout si c'est toutes les semaines, mes colocataires le savent bien. Et donc merci aussi parce que ici j'ai la chance de pouvoir échanger, partager avec vous et témoigner donc des morts ressentis. Et enfin, pour conclure, je veux dire qu'on n'observe pas que des objets, mais surtout on observe des sujets actifs, donc des hommes, des femmes, des enfants résistants. Et je pense
fermement que les activités de terrain de l'ANAFE n'ont pas seulement comme objectif de témoigner, mais également de faire témoigner. Donc, c'est-à-dire de donner des visibilités, de donner voix aux personnes qui sont confinées aux frontières, pour qu'on puisse aussi avoir une narration des migrations qui ne soit pas exclusivement et toujours hétérodéfinie et eurocentrique, et surtout pour que ces personnes ne soient pas réduites exclusivement à des objets des politiques migratoires européennes. Merci. Merci Anna, merci à toutes et tous les intervenants d'avoir réussi à gagner au moins 12 minutes sur le retard qu'on avait tout à l'heure. Avant de prendre 2 questions, le quota est fixé à 2 en cette fin de matinée. On remercie François Cabrera de nous dire un mot, alors je pense donc de la CFDT Air France, notamment dans les origines de l'ANAFE, mais peut-être aujourd'hui encore. Oui, merci de me passer la parole. Je voudrais simplement dire que l'aspect syndical était évident. Je voulais le préciser, je pense que la plupart des gens qui sont ici le savent et le voient. Et quand des salariés à l'aéroport, les compagnies aériennes ou l'aéroport de Paris sont confrontés à des situations humaines inacceptables, ils se tournent vers leur syndicat. Quand des stewards ou des hôtesses, on leur fait faire des opérations de police violentes, et on les oblige de faire la police, et les hôtesses et stewards disent mais vous n'êtes pas mon chef, moi je n'ai pas à vous obéir. Et la police dit vous allez m'obéir, parce que moi je suis policier, vous allez faire ce que je vous dis. Et les hôtesses et stewards disent non, moi je descends, moi je n'ai pas à vous obéir, vous êtes personne pour me donner des ordres. Eh bien ces gens-là se retrouvent vers les syndicats. Quand les chauffeurs de poids lourds à Calais, quand des gens réussissent à monter dans les camions et qu'ils s'en rendent compte arrivés en Grande-Bretagne, les chauffeurs de poids lourds sont emprisonnés. Ils vont en prison. Et donc ils se retournent vers leur syndicat, évidemment. Donc on voit bien que tout ce problème, il est intimement lié. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais on voit bien que tout ça est intimement lié à un certain nombre de salariés qui ont dans leur quotidien ce problème devant eux et qui demandent à leur syndicat qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Alors il y en a peut-être, évidemment, ici comme ailleurs, qui sont bien contents de faire la sale besogne, peut-être. Mais la grande majorité, je peux vous le dire, la très très grande majorité, ils ne veulent pas faire cette sale besogne. Et ils nous demandent comment je peux ne pas faire ça, comment je peux user de mon droit de retrait, de mon droit de conscience, etc. etc. Et c'est très très difficile d'un point de vue légal, juridique, mais en tout cas d'un point de vue humain, c'est évident que tous ces gens nous ont demandé très vite, dès 87, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est venu de la base, c'est pas venu de la lubie de 2 ou 3 dirigeants syndicaux. C'est venu de gens de Roissy qui sont venus voir les syndicats pour dire écoutez, voilà ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que je dois faire, voilà à quoi on m'oblige, etc. Et c'est de là que c'est parti. Deux questions, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire. Ah. Bonjour, Ziao Louis, je suis avocat. J'interviens très souvent sur la frontière franco-italienne là en ce moment. Et j'avais une question très précise et très rapide, je sais que c'est l'heure pour aller manger, concernant la mise à l'abri, une notion qui s'est développée sur la frontière franco-italienne, c'est-à-dire que les personnes sont privées de liberté pendant 3-4 heures. Alors, nous avons, avec les observations d'ANAFE, etc., vu qu'il restait beaucoup plus longtemps. Et je voulais savoir l'intervention, et je m'adresserai au syndicat de la magistrature en l'occurrence, ce que la réflexion peut-être des juges, des magistrats auraient donné concernant ces lieux où l'intervention du juge est quasi inexistante, et comment on pourrait éventuellement, en se fondant sur les réflexions peut-être du syndicat de la magistrature, sur ce moment de privation de liberté qui durerait soi-disant moins de 4 heures. Je fais référence à ce que le Conseil d'État a dit, mais que nous savons que ça dure plus longtemps. Alors comment le juge pourrait effectivement intervenir dans ce droit comme moyen de lutte
parce qu'on est véritablement démunis quand on est en pratique face à cette situation. Voilà la question précise que je souhaitais poser. Oui, alors, je ne vais pas trop être en mesure de répondre parce qu'effectivement c'est une question du coup projective de stratégie contentieuse auxquelles on n'est pas trop habitué à répondre. Enfin, en tant que magistrat, on y répond justement quand elles nous sont amenées par les avocats pour le coup. Mais, et puis c'est vrai qu'en l'occurrence, comme il n'y a pas d'intervention judiciaire, je n'avais pas eu de retour sur cette situation que vous décrivez. Du coup, là, comme ça, si je réfléchis à haute voix, je dirais que comme on est dans le non-dit et l'informel, c'est les recours aux voies, je dirais, classiques, habituelles pour faire constater une situation illégale. Donc je serais plus sur de l'ordre du constat, etc. Après, je sais bien qu'en pratique, ça demande une préparation qui n'est pas forcément facile, vu que c'est des situations qui ne durent pas non plus suffisamment longtemps pour qu'on puisse réagir assez vite ou les anticiper. Et puis auquel, pour être très honnête aussi, je pense que pour le coup, la majorité des magistrats judiciaires ne seront pas forcément très réceptifs. Mais je pense que c'est la voie... de mon point de vue, ça me paraîtrait être la voie la plus efficace pour répondre à ça. Mais c'est vrai que j'ai pas de réponse, de réflexion préconçue à vous soumettre. Merci Anne-Sophie. Si d'autres intervenants ou participants ont d'autres idées pour en débattre, la pause sera tout à fait un moment de continuer cette discussion. Est-ce qu'il y a une dernière question pour ce matin ? Du coup, quelques consignes. Ian Roth, j'ai assisté à des premières réunions de la création de l'ANFE. Je suis militant syndicaliste à Roissy à l'époque. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, si vous permettez, je voudrais donner un élément complémentaire sur l'implication des syndicats, quel pourrait être notre rôle avec les associations. À l'époque, la zone d'attente, il n'y avait pas de zone d'attente, il y avait une zone internationale, donc les associations n'avaient pas accès. Et ils ont pris contact aussi avec nous pour demander de rencontrer du personnel qui travaillait dans ces zones. Et le syndicat, François Cabrera, a expliqué la situation pour les syndicats. ANFE a permis la création de réseaux. Au premier temps de l'ANFE, on pouvait voir dans le système de réservation si les gens allaient partir. On pouvait être témoin de violences à la frontière, des expulsions. On pouvait mettre une lettre dans le casier du commandant de bord de vol qui allait acheminer les passagers, les personnes expulsées. C'est tout un réseau de militants d'information à travers le système de réservation, à travers le personnel qui travaille sur l'aéroport. Je vous donne juste un exemple. Amnesty International a téléphoné à tout le monde en effet, une fois pour avoir confirmation de rumeurs de mort d'un passager argentin sur tel vol. On a pu contacter un navigant dans le syndicat. C'était pas le bon vol, c'était un autre vol. Et on a regardé pour voir qui était l'équipage. Et un membre de l'équipage était un adhérent militant de CFDT. On a pu l'appeler et cette personne était témoin oculaire de la mort naturelle, bien sûr, de la personne qui était pliée en deux par la police. Après, avec ce témoignage oculaire, on a pu sortir le fait lors d'une conférence de presse avec 40 pages de témoignages de violence vers la frontière. C'est tout cet aspect de réseau entre le monde professionnel et le monde associatif et plus tard le monde juridique qui est une particularité, à mon sens, de ce qui fait l'ANFE et qui est peut-être unique dans ce sens.